Je n'ai plus exactement la phrase, mais c'était pas du tout ces mots-là. Allez, Jean-Luc d'Auvergne, on vous accueille à distance. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes journaliste à la revue Ciel et Espace. Alors, c'est l'autre question qu'on se pose au-delà de la communication. C'est bonjour, à quel point ce réseau est-il essentiel aujourd'hui pour l'armée ukrainienne? Est-ce que le Pentagone, effectivement, peut prendre le relais? C'était finalement à l'origine une initiative privée, hein, cette fourniture d'accès à Internet à l'Ukraine. Alors dès qu'on parle d'Elon Musk, il faut quand même avoir en tête que le public et le privé est quand même assez imbriqué. Elon Musk fait sa fortune en grande partie sur des commandes américaines, que ce soit des commandes de la NASA, etc. Aujourd'hui, la NASA en est réduite quasiment à compter sur Elon Musk pour retourner sur la Lune. Et dans plein d'autres domaines, l'État américain compte sur lui, fait appel à lui. Et Elon Musk, il est connu pour ses qualités d'entrepreneur, il n'est pas connu pour ses qualités de philanthrope. Donc là, c'est clairement un appel du pied pour que l'État américain prenne le relais. Après, là où il faut relativiser, c'est que les coûts avancés par Elon Musk de fourniture de Starlink, je pense qu'il valorise tout. En fait, il valorise le coût du terminal, le coût de l'abonnement, etc. Mais dans tous les cas, les satellites Starlink sont là et ils donnent un accès à Internet. Pour lui, il n'y a pas de coût supplémentaire à donner accès à Internet aux Ukrainiens en dehors des terminaux qu'il a fournis, et ça c'est un effort non négligeable quand même, c'est à peu près de l'ordre de 500 $ par terminal, multiplié par 25 000, on doit arriver sur une dépense de l'ordre, enfin un coût de l'ordre de 10 millions de dollars pour lui, donc pas du tout négligeable, mais il se faut aussi un coup de pub accessoirement sur ce réseau de satellites qui est carrément critiqué, sur le fait qu'il sature l'orbite basse, qu'il gêne les astronomes. Et là, évidemment, on est dans un contexte où ce réseau de satellites est hyper utile, c'est évident. De quoi il s'agit? Donc, on parle de l'Internet via un réseau de satellites, mais on parle de milliers de satellites, c'est bien ça? Oui, le problème, enfin, ce pourquoi il est critiqué, c'est essentiellement ça. Son ambition à court terme, c'est de déployer 12 000 satellites. Il a déjà l'autorisation pour ça. Et il a été jusqu'à demander l'autorisation pour monter à 42 000 satellites. Alors, pour qui s'intéresse un petit peu à l'espace, on parle régulièrement des problèmes de déchets en orbite basse, du nombre de satellites qu'il y a, de beaux débris de fusées, etc., qui font des menaces de collision entre les objets. Et là, en déployant, enfin, s'il arrive vraiment un jour à déployer 42 000 satellites en orbite basse, c'est une saturation de l'orbite basse et c'est une forme de concurrence déloyale avec le reste du monde, en fait, dans la mesure où tout le monde a besoin de l'orbite basse. Ouais, c'est vraiment l'irruption du privé dans un conflit entre États. C'est une donnée supplémentaire qui complique encore les choses, Général. Oui, c'est tout à fait intéressant, mais on voit bien qu'un certain nombre de milliardaires maintenant sont plus forts que les États, et ce sont effectivement des hommes d'affaires, pas des diplomates, ils ne sont pas responsables des citoyens de la nation à laquelle ils appartiennent, et ça pose un véritable problème. Alors je ne sais pas comment ce sera résolu au plan diplomatique un jour, mais on voit bien que ça ne va pas dans le sens de la bonne régulation du monde, puisque les intérêts privés maintenant l'emportent de manière brutale sur les intérêts publics, ce qui ne peut pas conduire évidemment à la bonne marche du monde. Oui. Ceci dit, c'est vrai, et en même temps, on a toujours eu aussi des entreprises, soit qui vendaient des armes, soit qui fournissaient des matières de transport. Donc là, c'est rajouté par la personne d'Elon Musk que tout le monde connaît et qui est un homme fantasque et qui sait en jouer. Hein, tout ça est très bien fait de sa part. Et puis ça renvoie aussi à cette guerre où on voit la guerre authentique et en même temps ses fragilités. C'est-à-dire la question de l'espace, d'Internet, tout ce qui est réseau et infrastructure. Ça fait des années qu'on explique que ça, c'est un élément essentiel dans la guerre. Et là, on en a la preuve, on en a l'élément essentiel. Et c'est vrai que si jamais il n'y a plus ces connexions Internet, l'armée ukrainienne est bloquée. Comment il ferait justement Jean-Luc d'Auvergne? Ou alors on n'imagine pas une seconde que cette coupure ait lieu, le Pentagone prendra le relais? Oui, moi j'imagine pas, c'est ce que je vous disais en fait, Elon Musk vit beaucoup avec des programmes de l'État américain, enfin avec des financements de l'État américain, donc j'ai du mal à imaginer que l'État américain l'abandonne au milieu du gué. En fait, je pense qu'Elon Musk voit que l'État américain, et pas seulement, a déjà dépensé des milliards, si ce n'est des dizaines de milliards dans cette guerre. Et bon, bah voilà, lui, il voit qu'il a un service à fournir et se dit pourquoi je ne prendrais pas ma part du gâteau. Et je pense que c'est ce qui se passera. Il y a aucune raison. Enfin, les États-Unis et l'Europe soutiennent les Ukrainiens. Dans l'arrière-cour, il n'y a pas de raison qu'on les abandonne sur Starlink. La solution technique est là, les terminaux sont là.
Et l'utilité de ce moyen de communication, je pense, est plus à démontrer sur la première ligne de front. Donc c'est évident qu'une solution sera trouvée. Simplement, Elon Musk est simplement en train de dire de façon pas très diplomatique qu'il veut sa part du gâteau. Merci beaucoup Jean-Luc Dauvergne, journaliste de la revue Ciel et Espace, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Alors effectivement, on parle de 80 millions de dollars pour l'instant. Ce serait presque une broutille dans la totalité de l'aide qu'apportent les États-Unis à l'Ukraine depuis le début du conflit. Une nouvelle tranche vient d'ailleurs d'être débloquée par Washington, 725 millions de dollars d'aide donc en armement, qui comprend ce que vous voyez affiché à l'écran, des munitions pour ces fameux HIMARS, des armes anti-chars, des munitions d'artillerie de 125 mm, des véhicules de transport, des armes légères aussi, et puis des fournitures médicales. Ça porte à 17,6 milliards de dollars l'aide qu'a apporté Washington depuis le début de l'invasion. Alors effectivement, dans ce contexte, on a du mal à imaginer que pour 80 ou 100 millions... C'est pas beaucoup, oui, par Mais rapport non, effectivement, il se fait de la publicité là-dessus. Et encore une fois, dès le départ, et ce n'est pas lui tout seul qui a alimenté. Il s'est construit aussi une forme de légende et un marketing personnel avec des faits concrets derrière, d'aide notoire à l'Ukraine, ça c'est certain. Mais il en a un peu rajouté, parce que dès le départ de son aide, il y a des aides d'État américaines qui sont comprises dans le pacte. Donc là, effectivement, il veut une part du gâteau. Et il n'est pas le seul sur le créneau d'ailleurs, mais il est évident que les États-Unis ne couperont pas Internet sur les lignes de combat et des zones de combat en Ukraine. Oui. Ça fait partie du jeu que Elon Musk a toujours joué. Elon Musk conquiert la Lune, Elon Musk conquiert Mars, Elon Musk fait Twitter, des fusées. Et qui finance tout ça, c'est la NASA à la fin. Et qui va peut-être finalement finir par racheter Twitter, effectivement. Innova Kramer, vous avez raison de le rappeler. Allez, restez avec nous parce que dans un instant, on va voir des images assez frappantes. On va les décrypter ensemble. Ces images, ce sont des soldats russes qui sont arrivés dans la nuit en Biélorussie. Oui, parce que on le sait, il y a un projet de faire des unités mixtes avec ces soldats russes et biélorusses, des groupements militaires conjoints. Qu'est-ce que ça signifie sur le terrain pour les Ukrainiens? On en parle dans un instant. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifier la banque pour faciliter la vie. Aujourd'hui, je vais à la rencontre d'Alexandra Fin, collectionneuse, et nous reçoit dans son appartement parisien. Alexandra, bonjour Laurent. merci de nous accueillir. Une joie. Alexandra, fondatrice d'Asia Nao, et comme son nom l'indique, d'art asiatique, tu nous as préparé cette sculpture de Shujien. Shujien. Et ce qui m'intéresse dans cette pièce, c'est, tu vois, finalement ce collage entre ce masque et cette femme de dynastie Tang, dont la posture et l'allure est assez classique, est vraiment collé, à poser sur elle ce masque très en longueur, dont je sais qu'il est aussi le symbole du pouvoir judiciaire. Mais en tout état de cause, ce collage quasi carambolage des cultures, l'Afrique, l'Asie et le multiculturalisme qui se dégage de manière générale du travail de Shujien est intéressant. Donc il est à la fois artiste reconnu et découvreur de talent. C'est ça, puisque en fait, Shujien, sa spécificité, c'est de créer très tôt Made in Company, qui est à la fois un studio, une galerie, un incubateur d'artistes. C'est ce que j'aime chez lui, c'est qu'en étant à la fois lui-même un grand artiste, il donne vraiment sa chance aux plus jeunes et les montre. Merci Alexandra pour cette découverte au bout du monde qui nous ravit. Merci. Merci Laurent. On vient de s'imaginer à mon nez. Tu crois qu'on va être de bons parents? Bah oui. T'es sûr que c'est bien d'étaler ce truc sur ma fille? Faudra vraiment qu'elle dorme avec nous. Je sais pas. Elles sont même là.
Tu crois qu'elle va nous reconnaître direct? Devenir parent, c'est aussi se poser des questions. Trouvez des réponses sur 1000premiersjours.fr. Tu penses qu'elle a déjà des ongles? Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Mais le plus simple, c'est quand même de venir vérifier en magasin. Leclerc. Rien n'est plus agréable que de se sentir soutenu. Et il en va de même pour vos pieds. Testez les Skechers Arch Fit. Voûtes plantaires renforcées certifiées par des podologues. De plus, elles sont lavables en machine. La solution ultime pour un confort quotidien, Skechers Arch Fit. Vos cheveux ont tendance à tomber? Découvrez le shampoing anti-chute Luxéol. Enrichi en extrait de kératine, il diminue la chute de cheveux de 42%. Une formule cliniquement prouvée. Le shampoing anti-chute, disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme shampoing Luxéol. Transition, la lumière sous contrôle, dispositif médical. Transition, signature, Génuit, des teintes qui donnent du style. Demandez conseil à votre opticien. À tout moment, le temps peut être compté. Le monde peut s'arrêter. Maladies infectieuses, Covid-19, cancer, Alzheimer. Faites un don à l'Institut Pasteur pour remettre nos vies en mouvement. Ensemble, défendons la recherche. Vous savez que vous pouvez toujours compter l'un sur l'autre, comme vous pouvez compter sur nous pour protéger sa santé. Agria, assurance pour animaux. Votre animal est unique. Son assurance aussi. Cléoplâtre, toi qui as ton compte, ce serait quoi la mutuelle de demain? Bah, une mutuelle qui m'indemnise quand je suis arrêté, parce que c'est chaud quand même. Excuse-moi. Ah, c'est un message du boulot. Tu peux me l'ouvrir, s'il te plaît? Quoi, l'oiseau? Non, le message. Ah, pardon, j'avais pas vu. Chez Aesio Mutuelle, les indépendants bénéficient d'une indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. C'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. La passion et l'exigence. Pour une expérience de conduite unique. L'excellence du savoir-faire japonais. Nouveau Mazda CX-60, hybride rechargeable. Et avec les couleurs, Cédric. Dans le bar plastique, Cédric. Évidemment. Ikea. Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Là, ils ont compris. Le seul risque avec une assurance qui en fait autant pour vos économies, c'est que vous l'aimiez. Pour les enfants et ceux qui le sont restés. Vivez un moment Happy Meal en famille, en collectionnant et en s'amusant avec les cartes Pokémon. Une croisière? On n'est pas Crésus, nous. Mais ils n'ont peut-être jamais voyagé avec Costa. Costa, believe your eyes. Pendant que vous dormez paisiblement, vous ne pensez pas à ce qu'il se passe dans votre jardin. Car vous savez qu'avec Vérissure, les intrusions sont détectées avant même qu'elles n'aient lieu. Résultat, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Enfin presque. Parce que pour vous protéger, chaque seconde compte. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour commencer votre devis et bénéficier de nos packs à moins 50%. Mettre en place un réseau de spécialistes qui permet d'innover sans avoir à s'exiler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Ça surprend toujours, mais quand Aramis Auto reprend votre voiture au meilleur prix garanti, le paiement se fait en 24 heures. C'est aussi ça, la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Estimez votre voiture en 2 minutes sur aramisauto.com. Il y en a un qui gagne, on partage? Il est fou, lui. Non. Oh, mon pote. Et ça fait combien si on divise par 3? On va diviser par 1. C'est plus simple.
Quoi? Illico, c'est plus d'1 million de gagnants par jour et un seul ticket suffit. Nouveau, découvrez Maxi Objectif Maison et tentez de vous offrir la maison de vos rêves. Dans la vie, il y a différentes façons de dire au revoir. Il y a les au revoir réconfortants, les déchirants, les au revoir de loin, de près, et ceux qui restent gravés à tout jamais. Et puis, il y a le dernier au revoir. Que faire quand un décès survient? Qui contacter? Appelez le 3012, une équipe urgence décès PFG vous prend en charge immédiatement de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG. À gauche, quand on se lève le matin, on pense à la hausse des prix. À droite aussi. Acheter moins cher est un combat quotidien. Vendre moins cher aussi. Alors que vous fassiez vos courses à gauche ou que vous les fassiez à droite, que vous achetiez vos fruits et légumes ici ou bien là, partout, vous trouverez un commerçant U qui agit pour votre pouvoir d'achat en vous faisant profiter de prix coûtants. Des valeurs fortes et des prix bas. U. Commerçant autrement. Votre programme avec une équipe de professionnels engagés sur le terrain. Pour vous, avec vous, proche de vous. Groupement national des agents Citroën. Votre programme avec Floa. Mini prêt ou paiement en plusieurs fois. Avec Floa, c'est aussi simple que ça. Floa, simplifier la banque pour faciliter la vie. De retour sur le plateau de ce club sur LCI, toujours avec le général Vincent Desportes, avec Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire, avec Christian Maigrelis, ancien conseiller de Gorbatchev, et avec Aline Levaille-Crémer pour Stand with Ukraine, et avec ces images aujourd'hui qui interrogent celle de soldats russes qui arrivent en Biélorussie. Que prépare dans les faits l'armée russe sur le terrain avec ces groupements militaires conjoints des Russes qui arrivent donc en nombre, certains fraîchement mobilisés. Qu'a exactement Vladimir Poutine en tête en créant ces unités? Général, est-ce qu'il y a là un motif d'inquiétude réelle pour les Ukrainiens, au-delà de l'affichage, bien sûr, puisque ces images font partie aussi d'un message qui est envoyé à Kiev? Personnellement, je ne crois pas qu'à court terme, il y ait une menace pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'armée biélorusse, on le sait, est vraiment peu de choses, mal entraînée, mal équipée, absolument pas aguerrie. D'autre part, on sait que l'armée russe est déjà tellement empêtrée à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass et à Kherson, qu'elle a, à mon avis, aucune possibilité d'aller monter une nouvelle grande attaque par le nord. Et on sait que la première fois que la Russie a essayé, c'est-à-dire à la fin du mois de février, ça n'a pas marché. Mais ceci dit, M. Poutine est en train d'assurer l'avenir, d'essayer d'amalgamer le plus possible effectivement l'armée russe à l'armée biélorusse. Je note sur ce point que des troupes qui sont binationales sont toujours bien inférieures en qualité à des troupes nationales. Si l'armée russe n'est pas capable en elle-même de se battre contre les Ukrainiens, je pense que des armées qui seront russes seront encore dans une plus grande difficulté. Il n'en reste pas moins qu'en faisant porter une menace sur le nord de l'Ukraine, l'effet immédiat, c'est que l'armée ukrainienne va être obligée de conserver au minimum des troupes face au nord pour ne plus se faire avoir comme elle s'est fait avoir le 24 février, et peut-être, si la menace grandit, elle va être obligée de prélever des troupes vers l'est pour les remettre au nord, ce qui diminuerait d'autant son élan dans la... Ça veut dire qu'elle prendrait la menace au sérieux. Vous nous dites vous-même que cette menace, en fait, elle est peu crédible. On n'imagine pas une invasion par le nord. Vous savez, il faut être prudent. Alors, il est sûr aussi que les services de renseignement occidentaux, tous, américains évidemment en particulier, vont être extrêmement vigilants pour voir ce qui se passe. Et je pense que les Ukrainiens n'effectueront de déplacement de troupes que si effectivement la menace est avérée. Mais à partir de maintenant, il y a une possibilité de menace qui va être évidemment suivie de près, et les Ukrainiens vont être obligés d'en tenir compte dans leur manœuvre globale. Christian Maigrelis, le sentiment en Biélorussie vis-à-vis de tout ça, on ne peut que l'imaginer, mais de ce qu'on sait de la société civile biélorusse, de l'armée biélorusse. Écoutez, moi je vois ça comme une tentative d'engager la Bélarousse dans la guerre. Jusqu'à présent, la Bélarousse fait des déclarations fracassantes, elle dit qu'elle est avec les Russes, mais il n'y a pas un seul soldat bélarousse qui s'est occupé de cette affaire. Et les Russes ont absolument besoin d'avoir des armées alliées. Je me souviens
d'un jour où ils étaient retraités de Liman, je crois, et la télévision russe disait « Les armées alliées se sont regroupées. » Alliées, avec qui? Mais ça faisait Deuxième Guerre mondiale, ça faisait chic. On ne disait pas les armées russes, on dirait... ils ont besoin d'alliés. Donc c'est une sorte de fantasme d'alliance, là, que vous nous décrivez, mais avec des Biélorusses qui n'ont pas envie d'aller au combat face aux Ukrainiens. Absolument. Ils n'ont pas envie. On connaît très peu de choses d'ailleurs sur la Biélorussie. C'était un pays qui est extrêmement fermé et secret. On sait qu'il y a 2 ans maintenant, il y a eu des émeutes assez violentes et le gouvernement actuel en place a été sauvé par l'intervention de la Russie. Donc il y a aussi ce rapport un petit peu de soumission. Mais effectivement, c'est un pays qui n'apportera pas grand-chose d'un point de vue militaire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'Asie centrale est en train d'échapper à la Russie, le Kazakhstan. Le dirigeant du Tadjikistan l'a mentionné quasiment face à face par rapport à Poutine. Donc au moment où l'Asie centrale se détache de l'ancienne zone soviétique, c'est aussi une manière de montrer qu'il y a au moins cette partie-là qui demeure. Oui, absolument. Vladimir Poutine qui effectivement voit les critiques se faire de plus en plus directes, parfois effectivement et récemment en face à face. Et vous mentionniez ces déclarations du président du Tadjikistan. On les a justement. Écoutez. Nous avons toujours respecté les intérêts de notre principal partenaire stratégique. Mais nous voulons aussi du respect. Nous voulons être traités sur le même pied que n'importe quel pays africain ou n'importe quel autre pays. Qu'est-ce que nous sommes? Des aborigènes ou autres? Je veux dire, s'il vous plaît, nous ne demandons pas trop d'investissement dans nos pays. Enfin, bien sûr, vous devriez investir des milliards et des milliards, mais ces investissements peuvent être récupérés dans une période très courte. Après tout, nos travailleurs migrants viennent chez vous pour travailler. Ils ne viennent pas seulement pour faire de l'argent, ils travaillent. C'est intéressant, il demande du respect. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 6 mois. Très intéressant. De la part du Tadjikistan, c'est très intéressant. Mais face à Vladimir Poutine lui-même. Oui. Au moins, il sait lui parler, ça c'est sûr que là, le message est reçu. Mais il y a le Tadjikistan, mais il y a les autres pays. Le Kazakhstan, par exemple, qui a dit qu'il accueillait les Russes qui fuient la conscription et qui n'a pas fermé ses frontières. Qui a refusé également de renvoyer l'ambassadeur ukrainien alors même que Moscou demandait à ce que l'ambassadeur ukrainien soit renvoyé. Il y a quand même près de 7000 km de frontières communes entre le Kazakhstan et la Russie. Il y a encore 8 mois ou 1 an, on parlait de l'Asie centrale comme étant l'étranger proche de la Russie. C'était un petit peu l'arrière-cour normal. Cet étranger proche, aujourd'hui, c'est une expression qu'on ne peut plus employer. Ces pays ont pris leur indépendance avec cette guerre en Ukraine, 30 ans après la chute de l'URSS. Il s'est éloigné de ses propres amis, en fait. Oui, il y a eu, parce que Pardon. Oui. Mais c'est Poutine qui l'a cherché, ça, parce que depuis 3 mois, chaque fois qu'il y a une conférence internationale à Saint-Pétersbourg, à Vladivostok, à Astana ou à Bishkek, Poutine passe son temps à dire « Nous sommes la nouvelle Russie, nous sommes les héritiers de l'URSS ». Et il a toute sa cour autour de lui. Et ces gens-là en ont marre aujourd'hui de se faire traiter, il l'a dit, comme des aborigènes ou comme des Africains, ce qui est encore pire pour eux. Vous voyez ? Et petit à petit, moi je travaille au Kazakhstan, j'ai beaucoup de relations avec ce pays. Les Kazakhs sont terrorisés à l'idée de se faire envahir par la Russie et s'y attendent d'un jour à l'autre. Oui, parce qu'effectivement, quand on voit ce qui arrive à l'Ukraine... Il y a 30% de Russes. 30% de Russes, donc la situation est quasiment similaire. Il pourrait très bien y avoir... Et l'armée kazakh est très faible. Donc effectivement, il y a une crainte réelle. Ah oui, il y a une crainte réelle. Ce qui éclate aussi depuis le 24 février, c'est aussi la question de l'impérialisme russe. Oui. Et qui est en train de se disloquer aussi accessoirement, y compris même en interne. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus servi de chair à canon, ce sont les minorités, issues aussi des pays dont on parle, qui ont été envoyés. Et d'ailleurs, les actes de résistance en réalité, ou d'insoumission plutôt, en Russie sont le fait de ces minorités qui ont été le plus mobilisées, qui ont été le plus massacrées. On pense aux femmes du Daghestan. Il y a tout ça qui se joue. Il y a eu un appel aussi qui est assez historique, un peu passé sous les radars de Volodymyr Zelensky, à ces minorités, en fait, sur la question de cet impérialisme, de ce colonialisme qui opère. Et donc il y a tout ça en ligne de fond. Qui disait quoi ? Qui les appelait à se battre pour leur liberté aussi en interne de la Russie. Et je pense que
ça plus ça plus ça commence à se disséminer plus que ne le voudrait, ça c'est sûr, le Kremlin, mais il y a ça qui se joue. On est vraiment au cœur d'une dislocation, d'une stratégie impérialiste qui opère depuis des décennies et qui montre ses limites en ce moment. Il y a tout ça qui se passe en ce moment. Oui, général. Non, juste un mot, mais il est clair que si l'Ukraine perdait et si la Russie parvenait à ses objectifs, alors il est clair que ces pays-là auraient beaucoup à craindre. Donc il est dans leur intérêt formel que la Russie ne réussisse pas son pari, bien sûr. Alors, on va se rendre